J'aimerais d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce webinaire organisé par Power to the People. Mon nom est Maximilian Fries, je suis le directeur de l'organisation Europe is Calling. C'est un plaisir pour moi de modérer cet événement avec Sima Sida de European Alternatives, que vous retrouverez plus tard au cours du webinaire. Nous allons essayer d'introduire le webinaire rapidement pour avoir le temps pour débattre ensemble et répondre à vos questions à la fin de l'événement. Comme toujours, vous pouvez poser vos questions avec l'application Slider. Vous pouvez trouver le lien dans le chat du webinaire. N'hésitez pas à poser des questions. Avec plus de 1300 personnes venant des 4 coins de l'Europe, cet événement ne pourra pas fonctionner sans votre aide. Vous pouvez également sélectionner le langage dans lequel vous voulez poser vos questions. S'il vous plaît, ajoutez votre nom, que je n'ai pas à dire Anonymous User, pour chaque question. Comme toujours, ce webinaire sera enregistré puis posté sur YouTube. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Maintenant, quelques mots sur le sujet qui nous réunit ce soir, la fatigue climatique. L'idée de ce webinaire vient de conversations entre différents membres de notre équipe, et beaucoup d'entre nous ont partagé ces sentiments d'épuisement et de dépit que nous pouvons ressentir, nous et nos proches. Confrontés à la combinaison de la crise climatique et de la crise d'extinction de masse de nombreuses espèces. C'est pourquoi aujourd'hui et la semaine prochaine, nous voulons nous rassembler pour échanger ensemble sur comment transformer notre sentiment d'impuissance en changement significatif et en action collective. Grâce à ce format, nous pouvons apprendre ensemble et s'enrichir de nos expériences personnelles. Et c'est exactement le but de Power to the People, un collectif qui permet de travailler au-delà des frontières dans un espace transnational. Maintenant, j'aimerais vous montrer le déroulement de cet événement. Sur la gauche, vous pouvez voir ce que nous allons faire. Nous commencerons par les 2 keynotes de Caroline Hickman et Sven Hillekamp pour introduire le sujet. Après ça, nous aurons une série de spotlights de différentes personnes qui ont chacune une expérience particulière de la lutte climatique et qui nous expliqueront comment ils se positionnent eux-mêmes par rapport à la fatigue climatique. Après ça, nous allons avoir un peu de temps pour une période de questions-réponses, mais uniquement pour 20 minutes, car comme vous pouvez le voir sur le côté droit de l'écran, la semaine prochaine, nous nous rencontrons une deuxième fois à la même heure, cette fois dans de petites breakout rooms. Et c'est à ce moment-là que nous voulons entendre vos expériences. Nous voulons que vous puissiez avoir des discussions par-delà les frontières de l'Union européenne, pour discuter de ce qui était important pour vous lors du premier événement, de ce que cela vous évoque. C'est la deuxième fois que nous procédons de cette manière et nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoints ce soir. C'est tout pour mon introduction. Je donne maintenant la parole à Caroline Hickman, notre première conférencière. Elle est spécialisée en psychologie climatique, en éco-peur. Sa recherche académique se concentre sur les mouvements sociaux et elle a publié plusieurs livres sur le sujet qui nous intéresse ce soir. C'est une chercheuse et une maître de conférences à l'université. Nous t'écoutons, Caroline. Merci à tous d'être là ce soir. Share my screen with you. I hadn't put the translations on, so I was trying to figure it out as we went. So hopefully that's clear. Merci de m'avoir proposé de vous rejoindre ce soir. Je vais vous parler d'éco-anxiété depuis le point de vue de la psychologie climatique. Je vais porter une attention particulière à la manière dont ce phénomène affecte les jeunes, mais je ne m'y limiterai pas. Je veux commencer par dire que si vous ressentez de l'éco-anxiété, de la peur et de l'appréhension par rapport au changement climatique, vous ne ressentez cela uniquement parce que cela vous préoccupe. La perspective psychologique que je vous présente vous invite à vous sentir fier de ces sentiments. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème de santé mentale, ce n'est pas quelque chose qui cloche chez vous. En fait, je me ferais plutôt du souci pour des personnes qui n'expérimenteraient pas ces sentiments en relation avec la situation actuelle.
Et la réalité extérieure nous disent que les choses ne vont pas bien. Et c'est la raison pour laquelle ces réponses émotionnelles sont tout à fait saines. Cela dit, il est important de réfléchir à la manière dont nous réagissons et dont nous portons cette souffrance. Et pour les jeunes en particulier. Il y a également un préjudice moral. En plus, les jeunes s'attendent à hériter d'un monde, de pouvoir évoluer dans un monde où on s'est occupé du bien-être de ce monde. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Et donc, ce préjudice moral, cette détresse s'explique parce que toute une série de personnes n'ont pas agi avec intégrité, avec soin, avec honneur. Pas simplement sur la question du changement climatique. Il n'y a pas que le changement climatique, c'est le fait que d'autres personnes, et notamment les personnes qui détiennent le pouvoir, les grandes sociétés pétrolières, les gouvernements, les élites, ne semblent pas être trop préoccupés. C'est ça qui cause beaucoup de détresse dans le cœur des plus jeunes. Un jeune de 19 ans m'a dit « Comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde qui ne se préoccupe pas de l'avenir des jeunes ?» Une jeune femme aux États-Unis m'a dit « Si j'étais folle, ce serait bien parce que si j'étais folle, dans ma folie, ça expliquerait en fait ma détresse face au changement climatique et ça rendrait les choses beaucoup plus simples à gérer. Ce serait quelque chose d'interne et pas d'externe. Et donc, on est dans un problème de relation. Il est important de ne pas surindividualiser cette détresse. Elle se manifeste face à l'inaction ou à l'action des autres. Et je le dirai encore une fois, si vous vous sentez en détresse, c'est parce que ça vous concerne, parce que ça vous touche, ça montre que vous avez une conscience morale, vous devez en être fier. Alors, nous avons en matière de changement climatique des impacts à court terme et à long terme, psychologiquement parlant. À court terme, le choc, des stress face à des événements extrêmes, il y a également des impacts psychologiques à beaucoup plus long terme. Et ça peut être également direct et indirect. Il n'est pas nécessaire d'être confronté à des inondations, à la fumée des feux de forêt. Alors évidemment, vous aurez un impact dans ce cas-là physique immédiat, mais c'est l'impact psychologique à long terme que j'aimerais souligner pour ma part. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être sur ces lignes de front du changement climatique pour ressentir cet impact. Vous ressentirez cette détresse par les autres, en lisant ce qui se passe, en entendant ce qui se passe, en regardant des images. Donc c'est un stress traumatique préalable ou a posteriori. Et nous nous sentons impuissants, nous nous sentons fâchés et nous nous sentons incapables d'agir. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est impossible de savoir comment réagir. Paul Hoggett, qui a créé l'Alliance pour la psychologie climatique, nous a donné un message très important, que je répète ici. Nous sommes en train de traverser une époque où une stratégie sans précédent se déploie devant nos yeux. Et nous sommes confrontés à des taux catastrophiques d'extinction d'espèces et de perte de biodiversité. Et lorsqu'on essaye de réfléchir à cela il est extrêmement difficile, évidemment, de traverser un moment, d'observer ce moment et de le comprendre pour ce qu'il est de manière simultanée. Timothy Morton parle d'hyperobjet. C'est un hyperobjet parce qu'il est beaucoup trop grand pour être appréhendé dans toutes ses facettes. Et donc, il est beaucoup trop grand et complexe pour être compris dans toutes ses facettes. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, nous ne savons pas comment réagir. C'est tout à fait normal. Nous sommes face à une crise de santé mentale émergente globale, ce qui veut dire, en fait, ça fait 10 ans, moi, que j'étudie dans ma pratique clinique et dans mes recherches ce phénomène, et nous commençons seulement à en comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc, il est important d'avoir l'humilité de ne pas utiliser les modèles de santé mentale actuels qui remettent tout sur le dos de l'individu. Je travaille non pas avec des individus, je travaille avec des personnes et la planète. Il est important d'avoir un cadre planétaire pour bien comprendre cette détresse et la replacer à sa juste place. Alors, voici qui nous montre en fait l'échelle des menaces multiples auxquelles nous sommes confrontés.
Et je ne veux pas du tout minimiser la crise de la Covid, ni d'ailleurs la récession et les pressions économiques, mais le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, ce sont des vagues plus importantes encore, et nous sommes en train de d'être submergés par ces vagues successives. Tout le monde sur la planète doit ressentir cette anxiété, cette angoisse, mais pas de la même manière. Certaines personnes ont de bonnes défenses, d'autres personnes, par contre, ont peu de défense face à cette réalité. Gus Speth nous a dit que nous pouvons traiter de la crise climatique en matière technique. Je pensais cela il y a 30 ans, mais j'avais tort. Ces problèmes environnementaux principaux, c'est en fait l'avidité, l'apathie et l'égoïsme qui l'expliquent. Et donc, nous avons besoin de science, mais nous avons besoin également de droit, d'art, de compréhension et de philosophie pour bien comprendre toutes les dimensions de ce problème et pouvoir y répondre. L'humour, évidemment, est toujours un mécanisme de défense qui nous permet d'avancer. C'est un humour qu'il faut utiliser avec soin, mais l'humour peut nous aider, en fait, à atténuer quelque peu cette terreur que nous ressentons. Est-ce que tu peux m'aider à déplacer ces bouquins de la rubrique fiction à la rubrique non-fiction? Ces histoires, on peut se les raconter afin d'utiliser des anecdotes pour remettre les choses à leur juste mesure. L'éco-angoisse et la détresse, c'est quelque chose de relationnel. Il est important de ne pas réprimer. La première chose que je dis dans ma pratique clinique, lorsqu'on vient me voir, c'est que je ne vais pas éliminer votre angoisse, parce que cette angoisse, en fait, elle est saine. Par contre, j'ai envie de vous aider à vous y confronter de manière correcte pour éviter de la minimiser ou éviter d'être totalement submergé par cette angoisse. Il est important d'entretenir une relation avec cette angoisse pour qu'elle reste gérable, tout en acceptant le fait qu'on ne se sent pas bien et c'est tout à fait normal. Toutes ces émotions font partie de cette égo-angoisse. Cette éco-angoisse qui peut se transformer dans toute une série de sentiments. Le sentiment de perte, de nostalgie, l'espoir et le désespoir. Le désespoir est crucial ici. La colère, la culpabilité des autres, la frustration, sa propre culpabilité. Alors, il y a également ces fantasmes. Il faut que l'on puisse travailler sur nos appareils mentaux pour essayer de nous projeter dans autre chose. Et nous avons besoin pour cela du domaine du fantasme. Il est important également, psychologiquement, de ne pas être trop directement englobé par ces émotions. Et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir un militantisme externe. Il est important, évidemment, de prendre des mesures, de faire quelque chose à l'extérieur, mais il est important de faire la même chose à l'intérieur également, en acceptant cette palette de réponses émotionnelles, sans dénier ces émotions qui ont leur place. Nous avons besoin de cette biodiversité émotionnelle. J'ai un ami écologiste qui aime beaucoup cette métaphore. Il est important d'avoir en fait cette palette d'émotions, tout comme nous avons besoin évidemment de biodiversité sur le plan écologique. À l'intérieur, nous devons accueillir ces sentiments très différents. Il y a évidemment, selon les recherches qui ont été faites, des différences en matière d'âge. C'est important, on ne comprend encore pas tout pour l'instant, les recherches se poursuivent. Pour les plus jeunes, 61% sont préoccupés, de 16 à 24 ans, 61 sont très préoccupés. Pour les 25 à 34 ans, 60%. Et puis, ça diminue pour des gens qui ont atteint le milieu de leur vie. Pourquoi? Peut-être parce que c'est un moment de la vie où on a beaucoup à faire et on pense peut-être à autre chose. Mais c'est important lorsque l'on communique sur cette crise et sur la psychologie de la manière de surmonter. Il peut y avoir en fait des différences d'âge. Il peut y avoir des quantités d'anxiété, d'angoisse, d'impuissance différents. Si nous laissons les jeunes face à leur impuissance, en fait, nous les laissons tomber deux fois, y compris du point de vue émotionnel. Je voulais vous donner quelques chiffres. Et puis, je resterai là parce que j'ai probablement déjà assez parlé. Ça, c'est le cadre psychologique que j'aimerais vous présenter. Ce sont des recherches que nous faisons depuis 10 ans maintenant chez les enfants, un peu partout dans le monde. Ce que nous n'avions pas jusqu'à il y a quelques années, c'était des recherches, pourtant sur de grandes cohortes. Nous avons parlé avec des collègues à 10 000 enfants
âgés de 16 à 25 ans, des enfants et des ados, de jeunes adultes, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en France, en Grande-Bretagne, et nous sommes en train d'étendre cela à d'autres pays. Il y a 45% qui nous disent ressentir un impact négatif sur leur fonctionnement quotidien. Et donc, cette éco-angoisse, elle a un impact. Elle a un impact sur la manière de gérer le quotidien. Passer du temps dans la nature, jouer, s'amuser, profiter de relations, ça devient plus difficile. Et j'aimerais vous montrer les différences selon les pays. Regardez en fait la ligne en bleu foncé. La France, par exemple, 35%. Impact sur le quotidien. En Inde ou aux Philippines, 74%. Il y a là un énorme impact sur la vie quotidienne, ce n'est pas surprenant. En Grande-Bretagne, ce n'est que 28%. En Finlande, 31%. Et donc, on le voit. En fonction de là où vous êtes, de votre pays, l'impact sera différent. Mais j'aimerais également vous montrer d'autres chiffres intéressants qui nous indiquent où nous sommes très alignés. Par contre, ça, c'est le stress émotionnel mondial, des chiffres mondiaux, 67% qui sont tristes, 67% qui ont peur, 62% qui sont anxieux, c'est assez connu. Ça, on a parlé de l'impact physique préalablement, maintenant voici l'impact émotionnel. Regardez maintenant l'impact cognitif. Je pense que ça, c'est vraiment important pour bien comprendre ce qui se passe. 55% dans le monde et 53% en Grande-Bretagne pensent qu'ils n'auront pas accès aux mêmes chances que la génération de leurs parents. Le fait d'être un enfant en Grande-Bretagne ne vous protège pas évidemment de cette nécessité de se projeter dans l'avenir et de se dire que cet avenir sera moins rose que celui qu'ont connu les parents. En matière de sécurité souvent personnelle, 52% dans le monde se disent insécures, 39% en Grande-Bretagne, parce qu'en Grande-Bretagne, il y a peut-être moins d'impact que dans d'autres pays. Mais c'est 8 sur 10, 83% dans le monde, 80% en Grande-Bretagne et 92% en Philippines qui pensent que on a arrêté de se préoccuper de la planète. Et il y a donc, du point de vue cognitif, une grande similitude, quels que soient les pays dont on vient. Et c'est lié évidemment à la culpabilité, à la responsabilité, à l'empathie, aux relations face à la crise climatique. 3/4 des répondants au plus pensent que l'avenir est effrayant, 75% dans le monde, 73% en Grande-Bretagne. Personne n'est protégé face à cette crainte lorsque l'on vit en Grande-Bretagne. Évidemment, c'est 92% en Philippines. C'est assez choquant comme résultat. Plus de la moitié des répondants pensent que l'humanité est condamnée. C'est 56% dans le monde, 51% en Grande-Bretagne. Donc même si on est en Grande-Bretagne où il fait moins chaud qu'ailleurs, on n'est pas protégé pour autant. Donc on ne peut pas dire tout simplement qu'ici, finalement, rien ne va se passer, rien de trop grave va se passer. On est dans une crise planétaire qui a un impact psychologique planétaire. On ne peut pas se protéger en regardant de l'autre côté, en mettant des œillères. Alors, je termine sur 2 ou 3 points. Tout cela, en tant que psychothérapeute, je pense que c'est extrêmement troublant. Je passe beaucoup de temps à écouter l'angoisse des personnes qui viennent me voir. Voici une statistique sur laquelle on devrait agir immédiatement, et c'est ce à quoi des webinaires comme celui-ci servent. 48% des enfants et des jeunes nous disent qu'ils ont été ignorés par d'autres lorsqu'ils essayent d'aborder la question du changement climatique. On ne peut peut-être pas changer le changement climatique aujourd'hui ou l'arrêter, mais en tout cas, on peut arrêter ce type d'attitude. 48% de personnes se sont vues intimées de rester silencieuses ou de ne rien dire face au changement climatique. On en vient maintenant au ressenti portant sur les gouvernements, les États, les dirigeants. 65% en Grande-Bretagne pensent que l'État est en train de faire défaut face à ces besoins des jeunes à l'avenir. Et donc, il y a cette fracture, cette rupture de confiance dans cette relation, quelque chose qu'il faut ne pas oublier. Et ça, c'était le groupe de chercheurs avec qui j'ai travaillé. Donc, je veux lier en fait cette angoisse climatique à une question de droits de l'homme. Il y a une intersection entre le changement climatique, les droits de l'homme et cette angoisse climatique. Et pour les jeunes et pour toute personne qui ressent cette angoisse profondément, c'est une violation d'un droit humain. C'est une question qui relève des droits humains. Ce n'est pas quelque chose qui doit être relégué simplement
simplement à la sphère privée de la santé mentale. Si nous recadrons les choses de cette manière-là, en utilisant en fait cette manière de voir de la crise climatique, il est possible de recadrer, d'aborder les choses sous l'angle d'un nouveau discours afin de trouver davantage d'espoir. Et donc cette éco-angoisse, on peut la retransformer en compréhension, en empathie, en compassion, en courage, en esprit de collectivité, en conscience, en connexion, en appartenance, en sens écologique. Et donc, c'est quelque chose qui nous donnera, si ce discours change dans ce sens-là, davantage de poids et de chance de faire face à cette crise. Merci. Wow. Vielen, vielen Dank. Das war richtig powerful. Merci beaucoup. Voilà un message extrêmement puissant. On a parlé de biodiversité émotionnelle. Je pense que c'est un concept qu'on a peut-être entendu pour la première fois, mais ça, on ne l'oubliera plus. Merci beaucoup, Caroline Heckman. Et tu as terminé par une note positive. Et nous avons d'ailleurs un expert, notamment Sven Ilkam, qui est parmi nous, qui est, lui, sociologue, qui est auteur, chercheur des mouvements sociaux, analyste du mouvement de protestation climatique, avec d'ailleurs un passé dans les mouvements de protestation radicaux, comme il a déjà eu l'occasion de le dire, à l'occasion de plusieurs interviews. Et dans les essais qu'il a écrits, il se décrit de manière critique face à ces mouvements climatiques. Et je suis heureux que cette partie action soit éclairée par son intervention. Sven, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Maximilien, merci beaucoup. Merci de pouvoir partager avec vous cette intervention. Je vis à Stockholm, en Suède, en tant qu'écrivain essayiste allemand. On m'a demandé tout d'abord de dire quelques mots en ce qui concerne ma personne. Entre 18 ans et 28 ans, j'ai fait partie d'un mouvement radical en Allemagne. J'ai participé à plusieurs mouvements militants. Nous avons travaillé en groupe contre des objets de prestige capitaliste afin de nous y opposer. De manière ironique, nous sommes opposés notamment à certaines classes en Allemagne. J'ai défendu toute une série de groupes autonomistes, notamment un groupe de solidarité avec le Kurdistan. Alors j'ai quitté à l'âge de 28 ans tous ces groupes, toute une série de critiques et d'observations m'y ont poussé. Et puis je suis passé en fait à l'étude des mouvements sociaux afin de développer des outils analytiques nous permettant de mieux comprendre ce type de militantisme, la manière dont ces mouvements fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenu rédacteur d'un journal, Mouvement Social, où des sociologues, des politiques essayent en fait d'analyser pourquoi beaucoup de mouvements en fait s'auto-marginalisent, échouent, et pourquoi par contre d'autres mouvements sont capables d'avoir en fait un impact sur la société et parviennent à la faire changer. J'ai eu toute une série d'années de travail pour le journal Die Zeit à Berlin. Et puis après, j'ai commencé à écrire et je suis maintenant depuis quelques années à Stockholm. Et je suis en contact avec le mouvement climatique depuis ce déménagement et donc avec ce double rôle en tant que participant de ce mouvement, en tant que militant, mais en tant qu'observateur critique. En tant qu'observateur critique, et je pense que c'est utile parce que j'espère contribuer ainsi à ce que l'on ne répète pas les erreurs que j'ai pu observer dans certains types de militantisme. Et j'espère que ma contribution est une contribution peut-être paradoxale parce que je veux en fait soutenir ce mouvement par ma critique, si vous le voulez bien. Alors mon projet, on peut le résumer ainsi, atteindre l'inatteignable. Comment atteindre ceux qui n'ont pas encore été touchés, qui n'ont pas encore été atteints, et qui, en raison de leur philosophie, de leur idéologie, sont plus difficiles à atteindre. Et je ne veux pas dire les milieux qui sont le plus éloignés, l'extrême droite ou les libertariens, mais je parle simplement de la moyenne
flexibles, c'est-à-dire des personnes, 10-20% de nos sociétés occidentales, qui représentent en fait des sociodémocrates qui auraient été atteints par Olaf Palme ou par Barack Obama aux États-Unis ou par Helmut Schmidt en Allemagne, qui sont peut-être un petit peu plus conservateurs, mais qui peuvent basculer à des thèses un petit peu plus libérales, comme on a vu que ça a été le cas dans certains pays. Ces 10 ou 20%, comment est-ce qu'on peut se les mettre de notre côté? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Je pense que nous en sommes à la première phase. Nous avons terminé la première phase de cet engagement. C'est la phase de descente rapide, c'est la phase dans laquelle, en fait, un nouveau problème apparaît et prend sa place dans la conscience du public, et où, en fait, on a un grand discours de changement sans l'avoir intériorisé du point de vue du changement des pratiques. Cette première phase de prise de conscience, elle est terminée, elle a été bouclée avec succès, je dirais, et nous avons en fait atteint les personnes qui étaient le plus facile à atteindre, c'est-à-dire des personnes qui étaient contactables par des mouvements conservateurs et qui étaient prêts à entendre une cause écologique. Ça, c'était les personnes les plus faciles à convaincre. Die man auch Uphill-Phase nennen kann, die ganz anders aussieht. Erstens sind jetzt nur noch Menschen übrig, die schwer zu erreichen sind, die also ideologische und soziale Hürden haben zu diesen Themen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Zweitens. Alors, donc la deuxième étape, les personnes difficiles à atteindre. Il y a une mobilisation importante lorsqu'un nouveau thème apparaît. Y a-t-il une idéologie? Une grande partie de la société, de l'industrie, des partis libéraux et conservateurs considèrent cela comme un thème neutre. Et ensuite, eh bien, l'idéologie intervient. Et là, il y a le backlash, le retour de bâton. Et nous sommes là parce qu'il s'agit de l'application concrète, la fin des moteurs à combustion, la transition énergétique. Et donc, c'est maintenant que les choses deviennent difficiles et de plus en plus, il y a de plus en plus de difficultés qui se présentent. Il est important d'en être conscient car c'est un thème à prendre en compte sur le plan psychologique pour les personnes engagées. Lorsque les choses deviennent difficiles, cela s'explique par le fait qu'on est dans cette phase de côte. Et donc, il ne faut pas baisser les bras, se dire que la bataille est perdue. Mais non, la bataille ne fait que commencer. Elle vient de commencer et toute bataille doit être menée. Il y a des adversaires forts. Nous sommes en plein dans cette phase et il faut tout faire pour ne pas baisser les bras. Donc, il est important d'en être conscient. Chaque année, les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Ce n'est pas parce que les personnes engagées ne se comportent pas comme il le faut, mais parce que la transformation est de plus en plus concrète et les forces contraires se mobilisent contre nous. Alors enfin, un autre mot concernant le doute, ce sentiment d'impuissance et le thème d'aujourd'hui. Alors là aussi, il y a une grande critique. Alors les situations traumatiques sont traumatiques lorsque l'on a le sentiment d'être impuissant, de ne pouvoir rien faire. Et nous avons ce sentiment d'impuissance, cette culpabilité. Alors, vous avez atteint énormément de choses en peu de temps. Presque tous les partis politiques en Europe ont modifié leur programme grâce à vous. La politique de presque tous les gouvernements nationaux. La politique européenne également a été modifiée. Le paysage médiatique a été modifié. Le paysage de recherche a été modifié. Il y a eu des affaires devant des tribunaux européens, internationaux. Et puis, il y a également la question des émissions, le débat
Nous savons que des centaines de millions d'individus ont pris conscience de cette question existentielle. Et pourtant, on ne cesse de vous répéter que vous avez échoué, que vous n'avez rien atteint. C'est un discours que l'on entend de plus en plus. Et évidemment, face à de telles critiques, il y a un sentiment d'impuissance. Et donc, face à de telles critiques, il n'est pas étonnant de voir qu'il y a ce sentiment d'impuissance. Et donc, en ce qui concerne la recherche du mouvement, depuis 2018, ce mouvement a atteint plus de progrès que d'autres mouvements, comme le mouvement contre l'esclavage, le racisme, la ségrégation, des luttes qui ont été menées pendant des années, des dizaines, des centaines d'années. Notamment le mouvement pour les droits des femmes, bien contre le viol dans le mariage. Bien, ce sont des combats qui ont pris énormément de temps. Autre exemple, le mouvement des travailleurs. Alors, on parle de très longues périodes de temps et il semblerait que tout soit perdu car quand on parle d'écologie, le temps est plus long. Alors, d'un point de vue scientifique, c'est vrai, mais pas psychologique. Il faut... Si on mesure tout en fonction du temps, eh bien, on sera toujours face à des échecs. Mais il faut bien tenir compte des succès politiques et cela permet de lutter contre ce sentiment d'impuissance, de le limiter, de le réduire en tout cas. Et vous pouvez être fier en tout cas de tout ce que vous avez accompli. Vous avez une grande influence, même si je sais que cette lutte n'est pas facile et qu'elle sera de plus en plus difficile. Alors, j'aimerais maintenant vous parler de 5 facteurs qui, selon moi, limitent la portée de l'activisme. Alors, je vais essayer d'être bref. Bon, ce n'est pas facile de tout raconter en 10 minutes, évidemment, mais je vais essayer d'en esquisser les grandes lignes. Alors, il y a 5 grands facteurs qui peuvent permettre d'atteindre de grandes choses grâce à l'activisme, au militantisme, mais également d'aller au-delà du mouvement. C'est très important. Nous avons besoin d'une toute nouvelle plateforme. Alors, les 5 grands obstacles, alors, notamment au sein du mouvement en soi. Alors, ce mouvement n'atteint qu'une petite partie de la population. Il y a de grands milieux qui sont atteints que lorsque l'on manifeste contre le pouvoir, le gouvernement, quand il y a de grands mouvements, des drapeaux. Donc, la manifestation en soi peut être un premier obstacle. Ensuite, il y a d'autres formes spécifiques. Alors, il y a le processus de grands groupes comme Just Stop Oil ou Dernière Génération. Alors, en Allemagne, pour la première fois, une étude a été réalisée et montre ce que nous craignions depuis longtemps et qui illustre ce retour de bâton, ce backlash. Avec la décision qui a été prise de rendre Berlin neutre d'ici 2030. En Allemagne, on peut voir que il y avait un espoir. L'idée était que ces manifestations puissent attirer l'attention des médias grâce à pouvoir mettre ce sujet en haut des priorités. Alors cet objectif n'a pas été atteint, mais il y a un autre aspect qui est encore plus critique. Plus de 70% des personnes qui étaient contre cette décision dans le référendum ont expliqué qu'elles ont voté contre cette politique parce que les personnes qui manifestent dans la rue en collant leurs mains au béton, qui organisent d'autres boulets, eh bien, elles l'ont fait parce qu'elles voulaient envoyer un signal à ce groupe de personnes spécifiques. Et donc, là, la crainte se concrétise. Il y a un véritable retour de bâton. Et donc, il s'agit là de conséquences négatives qui sont mesurées de manière concrète. Mais il n'y a pas que cet aspect de la manifestation qui est vu d'un point de vue critique. Donc, le mouvement Just Stop Oil ou Dernière Génération sont assez modérés en Inde.
Mais d'autre part, on a observé qu'avec ce mouvement des colleurs, des personnes qui se collent, il y a une plus grande politisation, avec une idéologie toujours plus forte, une lutte des cultures qui est mise en avant, avec le mouvement Black Lives Matter, le Palestine contre Israël. Énormément de sujets ont été mélangés et les personnes qui pouvaient s'identifier à ce mouvement n'a fait que... Alors, ici à Stockholm, il y a des règles très strictes. Ce n'est pas un débat politique, mais bien scientifique. Et donc, on observe qu'il y a une radicalisation de gauche qui est associée à ce mouvement. Alors, il y a de très grandes organisations. Il semblerait que parfois, on mélange tout avec des idées véganes, féministes, anticoloniales. Et cela ne permet pas d'ouvrir la porte à des personnes qui ne s'identifient pas à ces profils. Et donc, il y a une partie disruptive qui a provoqué ce retour de bâton, mais il y a également une question interne. Et puis, autre aspect, concernant la culture du mouvement qui a érigé un obstacle. Alors, je pense que de nombreuses personnes ne s'en rendent pas compte. Il y a des sous-cultures dans chaque mouvement. Et parfois, on applaudit en levant les mains car il y a des personnes qui ont des problèmes d'audition. Alors, avec Extinction Rébellion, des routes ont été bloquées, les gens se promenaient pieds nus, faisaient des exercices de yoga. Bon, ce sont des éléments qui s'observent au sein de ces mouvements. Il s'agit parfois d'obstacles culturels insurmontables, surtout pour certains politiques de droite. Donc, au cours des dernières décennies, le mouvement de gauche a suivi sa propre évolution culturelle. Mais aujourd'hui, les différences sont bien plus marquées, plus fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 70, et c'est la raison pour laquelle le mouvement de protestation a une portée limitée actuellement. Alors, le deuxième grand obstacle dont j'aimerais vous parler. Oui, Sven, est-ce qu'on peut faire une petite pause car Terry Reinke va devoir partir, donc je propose de lui donner la parole. Donc, nous allons donner la parole à Terry très rapidement. Désolé, Sven. L'idée de donner la parole à Terry avant qu'elle parte, elle va nous parler de son expérience personnelle et ensuite, on reprendra votre intervention, Sven. Je suis désolée, mais je vais devoir partir. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Terry. Alors, Terry est eurodéputée et présidente de son groupe. Alors, je pense que énormément de choses dont je souhaitais vous parler sont peut-être pas similaires, mais en tout cas liées à tout ce que Sven vient de dire. Et moi, j'aimerais également vous parler de ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, tout d'abord, petite présentation. J'ai commencé mes activités dans le milieu écolo il y a environ 20 ans. Alors, déjà, à l'époque, il y avait de petits mouvements écologistes, mais rien de l'ampleur similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, moi, je suis membre du Parlement européen depuis 2014 et je tiens à souligner ce qu'a dit Sven. Il y a eu cette très grande mobilisation, énormément de choses semblaient possibles. Il y avait une fenêtre de possibilités qui s'ouvrait et des possibilités dont on n'aurait jamais osé rêver avant. Et moi, j'ai le sentiment, et à juste titre, cela est assez comprendre, que de nombreuses personnes se sont dit, bien, maintenant les gens ont compris l'importance de la situation et les gens ont pris conscience de l'urgence du changement climatique et il est important maintenant d'aller de l'avant.
Et peut-être que nous n'allons pas assez vite, mais en tout cas, nous avançons dans la bonne direction. Et je pense que lorsque l'on observe l'évolution du discours politique, et là, je le dis en tant que grand-mère qui est dans le milieu depuis de nombreuses années, ce n'est pas dans cette direction que vont les choses. Si l'on observe les majorités dans l'espace politique, notamment dans les questions concernant le changement climatique, eh bien, il est difficile d'obtenir des majorités pour des mesures concrètes et il est difficile d'obtenir des accords. Et donc, si par le passé, nous obtenions de grandes majorités, aujourd'hui, il y a un véritable retour de bâton. Et je pense que les choses que nous essayons de faire actuellement, je ne dis pas qu'elles n'ont pas une grande incidence et qu'elles ne permettent pas de changer la vie des gens, mais par rapport à tout ce que nous devrions faire d'ici 10, 20, 30 ans, eh bien, ce sont des défis assez simples, des enjeux simples. Et donc, actuellement, il n'est pas facile d'atteindre des majorités. Il y a une contre-mobilisation très forte et on le voit notamment au Parlement européen avec le pacte vert. Puis récemment, il y a eu la loi sur la restauration de la nature qui se trouve à un moment crucial. Nous allons voir si les majorités vont basculer vers la droite ou pas. Et s'il sera impossible de faire passer d'autres législations sur le climat, en tout cas en ce moment crucial. Et donc, moi, la question qui se pose est de savoir tout d'abord comment adapter la stratégie politique afin de pouvoir contrer ce retour de bâton. Car je pense que dans la réalité politique, nous n'avons pas géré cet aspect par ces dernières années. Et ensuite, comment trouver de nouvelles stratégies de mobilisation afin de s'éloigner de ce discours défensif et de se tourner vers l'avant. On parle de l'impact psychologique ce soir et moi, j'aimerais également vous parler du mouvement des responsables politiques qui souhaitent mener une action climatique. Quels sont les points sur lesquels nous devons nous améliorer, auxquels nous devons réfléchir lorsque nous observons la situation actuelle? Eh bien, tout d'abord, je pense que Sven et Caroline en ont parlé et c'est très important selon moi, même si cela peut sembler parfois cynique, mais il faut célébrer les victoires, nos victoires. Le problème est si grand, si imposant, si on pense uniquement aux étapes que nous devons faire, qui sont peut-être trop petites, insuffisantes, eh bien, je pense que d'un point de vue psychologique, c'est trop difficile. Et donc, je pense que parfois, il faut juste s'arrêter, prendre du recul et observer ce qui a été accompli pour ensuite pouvoir réfléchir aux prochaines étapes. Je pense que c'est important pour les responsables politiques, mais également pour les membres de ce mouvement. Nous devrons y réfléchir ensemble afin de trouver des espaces où nous pouvons le faire ensemble. Deuxième élément, qui va également dans le même sens que ce qui a déjà été dit, comment gérer les désaccords stratégiques sur les prochaines étapes. Alors, je pense qu'il y a une mobilisation massive, faire du bruit, faire en sorte que ce sujet soit abordé dans les priorités, qu'il soit à l'ordre du jour. Mais actuellement, je pense qu'au sein du mouvement, il y a une trop grande variété de solutions stratégiques à adopter. Et moi, je pense que cela peut être dangereux pour le mouvement. Donc, il est important que les militants, les responsables politiques, les différents acteurs de ce mouvement puissent accepter qu'il y ait certains désaccords, certaines différences, certes, mais il faut également voir comment, d'un point de vue stratégique, nous pouvons avancer main dans la même direction. Et cela me mène à ma troisième observation. Et là, je pense que nous devons également travailler ensemble pour l'avenir. Eh bien, il faut avoir des objectifs différenciés. Bon, moi, je suis dans le monde politique, mais j'ai également été militante par le passé. Donc, je pense que nous devons réfléchir à ces différents rôles. Il faut accepter que dans certains espaces, il est plus facile d'agir par rapport à d'autres et il ne faut pas ressentir une frustration à cet égard. Alors, quatrième point, et c'est une chose que je répète à chaque occasion, donc quand on parle de ce sentiment de frustration,
de tout ce qui concerne la santé mentale, même si nous n'avons pas de temps à perdre, qu'il est essentiel d'agir à titre individuel. Et pour moi, en tant que responsable politique, il est important de faire des pauses et de savoir que par moment, il faut ralentir et c'est OK. J'ai vu de nombreuses personnes être dépassées parce qu'elles souhaitaient réagir à tout ce qui se passe. Et donc, je pense qu'il est important de prendre des moments pour se déconnecter, faire des pauses. Cela est absolument important. Et enfin, le dernier point, et cela est lié à ce que Caroline a dit, il ne faut pas individualiser les traumas, les difficultés que rencontrent les gens. Il faut créer un espace pour soi, pour gérer ces anxiétés et ne pas mettre cela au centre du débat. Il faut se tourner vers les bonnes personnes, mais il ne faut pas uniquement se concentrer sur cela. Et je pense que ce n'est pas simple à faire, mais cela est important. Il est important de le faire pour pouvoir régénérer son énergie et pour pouvoir développer de nouvelles stratégies et s'éloigner de cette stratégie de défense face à toutes les difficultés que nous rencontrons actuellement. Je vais m'arrêter ici. J'ai hâte d'avoir un rapport sur ce qui va être dit tout au long de ce webinaire, car je pense que même si nous nous trouvons actuellement dans une situation plus difficile qu'il y a 5 ou 6 ans, je suis intimement convaincue que nous pouvons inverser la roue et que d'ici quelques années, nous serons dans une position plus active et qu'il sera alors possible d'obtenir des majorités pour aller plus vite qu'actuellement et que l'on puisse avoir une perspective à plus long terme. Je vous remercie. Un grand merci. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout cela. Alors, je vais maintenant rendre la parole à Sven avant de passer à la suite, car j'ai interrompu Sven. Alors, je pense que Thierry vient de faire des remarques très intéressantes. Tu vas peut-être pouvoir rebondir dessus. Il y a énormément de questions, des personnes qui expliquent que tout ce qui est dit est très important, cela peut contribuer à leur propre expérience et donc nous encourage à continuer. Oui, eh bien, merci. Je suis désolée de voir que cela dure plus longtemps que prévu, mais c'est parce que si on utilise uniquement des mots-clés, on ne peut pas aller au bout du sujet. Donc, il est important de bien développer ces concepts car il s'agit d'éléments très concrets. Alors, l'élément important, donc j'ai dit, il y a ce retour de bâton qui est parfois inutile et qui limite notre engagement. Et donc, cela est lié aux valeurs et aux mots. Quelles sont les valeurs, quels sont les mots qui sont associés à l'engagement? Donc, valeurs et mots qui permettent d'ouvrir la porte vers d'autres milieux et d'en refermer d'autres. Alors, le problème du changement climatique est souvent associé à des valeurs de gauche et c'est ce qu'on peut voir dans le cadre de cet événement qui est appelé Power to the People, le pouvoir aux gens. Bon, je ne pense pas qu'un congrès néolibéral s'appellerait comme ça, c'est plutôt associé à des mouvements de gauche comme les Black Panthers, par exemple. Et donc, là, on a une association de valeurs qui peut poser problème dans certains esprits. Bon, alors, c'est notamment le cas lorsqu'on parle de changement de système. Alors qu'on ne parle pas de mouvement climatique, mais de justice climatique, d'égalité. Et donc, ce sont généralement des valeurs associées à la gauche qui ne sont pas toujours très bien vues par d'autres milieux. Et lorsque il y a ces associations d'idées, eh bien, cela ferme des portes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut en être conscient.
certaines parties de l'engagement doivent être associées à d'autres valeurs, la sécurité, la prospérité, la santé, par exemple. Je pense qu'il est important de tenir compte de cet aspect pour lutter contre ce retour de bâton et de pouvoir accéder à d'autres milieux. Alors, j'aimerais vous donner un exemple positif, très brièvement. En octobre 2011, David Cameron a participé au congrès du Parti libéral et a expliqué pourquoi son parti devait défendre le mariage gay. Et il a expliqué que ce n'était pas uniquement une question d'égalité, donc il a utilisé l'égalité, valeur de gauche, devant un congrès libéral. Lui, ce qu'il a dit, c'est que nous sommes en faveur de l'engagement entre les gens. Et donc là, il défendait le mariage gay, lesbien. Et donc, il a jeté un pont de valeurs qui avait été déjà bâti par les milieux gays et lesbiens, en expliquant qu'ils souhaitaient pouvoir s'occuper l'un de l'autre en cas de maladie, en cas de décès. Nous souhaitons pouvoir nous marier, nous souhaitons pouvoir fonder notre famille, nous souhaitons pouvoir célébrer notre amour. Et c'est ainsi que la porte a été ouverte vers le monde conservateur. Et donc, je pense qu'il est important de se concentrer sur certaines valeurs, d'en être conscient et de faire en sorte qu'à l'avenir, il y ait d'autres plateformes qui, d'un point de vue des valeurs et des mots, puissent concerner de plus grandes parties de la population. Alors, le troisième point, les problèmes dont on parle. De nombreuses personnes rejettent la question climatique parce que le thème du changement climatique et de la destruction de la nature est associé à toute une série de problèmes et problèmes qui éclipsent d'autres problèmes importants pour ces personnes. En Suède, actuellement, une élection a été organisée et la population a dû faire un choix entre les problèmes migratoires et les problèmes environnementaux. Et donc, ils ont opté pour les problèmes migratoires. Et résultat, eh bien, le Parti conservateur a remporté les élections. Il va gouverner avec un parti d'extrême droite et on ne doit pas se retrouver dans une telle situation. Donc, il sera déterminant à l'avenir de faire en sorte que s'ouvrir aux questions climatiques ne signifie pas que l'on ferme les yeux sur les autres problèmes. Il ne faut pas dire qu'on va fermer les yeux sur vos problèmes parce qu'on va se concentrer sur les questions climatiques. Non, il est important de créer des liens et il est important de présenter cela car la question migratoire est un sujet très délicat pour la gauche. Alors, voyons quels sont les risques en matière de racisme et donc il est important de tenir compte de ces problématiques dans le débat actuel. Et donc, il ne faut pas créer une compétition entre ces problèmes, entre ces sujets, l'immigration contre l'environnement. Non. Nous avons deux valeurs communes. Il s'agit de problèmes communs et il faut donc y trouver des solutions communes. Alors, enfin, dernier point concernant les individus. Alors, on parle toujours des formes de protestation, de manifestation. Toutes ces formes ont un gros défaut. Il s'agit de protestation, de manifestation. Et donc, il faut réfléchir à des actions, des formes d'action charismatiques, incarnées par des personnes charismatiques. Alors, sans Greta, on n'aurait pas vu tout ce qu'il s'est passé ces dernières années dans la lutte démocrate. Obama était un outsider et puis il y a également le mouvement incarné par Martin Luther King. Bon, ce sont de grands mouvements qui ont été incarnés par des individus, des personnalités fortes. Donc, il faut pouvoir incarner ces mouvements. Il ne faut pas uniquement être vegan, écolo ou quoi. Non, il faut qu'il y ait des modèles qui incarnent également toutes les difficultés associées à ces luttes. Alors,
il faut que des porte-paroles qui puissent également traiter tous les aspects de cette lutte. Alors, merci beaucoup, Sven, pour cette intervention très intéressante. Vous avez mentionné énormément de choses très intéressantes. Et c'est également important de voir comment impliquer différents groupes au sein de la société avec des points de vue difficiles, des idéologies différentes, et comment les impliquer. Donc, un grand merci pour tout ce que vous avez dit. We've got to move on now to the next section of this event. So, just as a quick introduction. Alors, passons à la section suivante. Je m'appelle Simona Saya. Je travaille pour Alternatives européennes, Une autre Europe est possible. Deux organisations qui voient la culture et la politique au-delà de l'État-nation. J'ai participé personnellement à certains mouvements militantistes pour le climat en 2018 et en 2019, notamment avec le groupe Momentum, un mouvement social en Grande-Bretagne, où je me suis occupé d'organiser l'occupation de la banque Barclays afin de souligner la nature absolument systémique de cette crise climatique et la manière dont elle est causée par l'industrie des combustibles fossiles, en utilisant la plateforme que nous avions créée avec ces occupations pour dénoncer également l'héritage du colonialisme et ses répercussions en matière de changement climatique, étant donné que ma famille vient du Bangladesh, un des pays qui est parmi les plus touchés par la crise climatique. J'ai été très intéressé d'entendre parler de ces stratégies. Depuis 2019, j'ai ressenti beaucoup de désespoir et beaucoup de lassitude également. Et c'est la raison pour laquelle je suis d'autant plus heureuse d'être là, pour être requinqué, si j'ose dire, avec la nécessité de retrouver un petit peu d'énergie pour continuer la lutte. Alors, nous avons toute une série de personnes que nous avons invités pour nous parler de leur parcours personnel, pour partager leurs sentiments, leurs expériences face à la crise climatique en quelques minutes. Je vais donner la parole à Matteo Innocenti, qui est psychiatre et président de l'association italienne Angoisse climatique. Matteo, c'est à toi. Grazie a tutti. Buonasera, sono Matteo Innocenti, sono uno psichiatra e psicoterapeuta. Bonjour à tous. Je suis Matteo, je suis psychiatre. J'ai fondé l'association de lutte contre le changement climatique qui s'occupe d'aider toutes les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, mais pas uniquement. Alors aujourd'hui, j'aimerais... Alors, est-ce que vous voyez ma diapositive? Oui, très bien. Donc, nous nous occupons aussi bien des personnes qui souffrent d'éco-anxiété, de problèmes psychologiques, mais nous faisons également des recherches sur le sujet. Alors, j'aimerais rebondir sur tout ce qui a été dit au début par la docteure Hickman et j'aimerais vous présenter notre modèle donc, concernant l'éco-anxiété. Et donc, il ne s'agit pas d'une nature pathologique, mais elle est identifiée comme une émotion qui doit être utilisée comme moteur d'action. Et la parole émotion dérive d'ailleurs du latin emovere, c'est-à-dire pousser vers. Donc l'idée est de ne pas faire de cette émotion une pathologie, mais plutôt de faire en sorte de la transformer en émotion utilisée de manière positive. Alors, dans notre modèle, dans les études, nous avons vu que l'éco-anxiété est associée à des comportements qui vont de l'activisme à d'autres actions, donc des actions en faveur de l'environnement. Alors, à son tour, l'adoption de comportements pro-environnement réduit l'éco-anxiété. Donc, si je suis anxieux quand je pense au changement climatique et que j'ai conscience de ce changement climatique qui génère de l'éco-anxiété, c'est une émotion normale de notre époque. Eh bien, si j'adopte des comportements
en faveur de l'environnement, cela va réduire mon éco-anxiété. Le problème, c'est que parfois, ce mécanisme peut se bloquer et on peut glisser vers l'éco-paralysie, un état émotif dans lequel on ressent de l'éco-anxiété, mais où on ne parvient plus à avoir des actions pro-environnementales. Pourquoi? Eh bien, parce que se heurte à l'inaction des institutions, l'impossibilité de changer le problème et on a le sentiment d'être seul pour mener cette bataille. Alors qu'on a parlé précédemment des militants. Je suis de nombreux militants en psychothérapie et parfois ils se retrouvent dans cet état car ils ont le sentiment d'être inutiles. Alors, grâce à ce modèle sur lequel nous travaillons, nous avons pu voir que ce sentiment d'éco-anxiété qui a été défini en 1977 comme la capacité d'être capable de gérer de manière appropriée un événement, un enjeu, l'idée de pouvoir surmonter une difficulté. Alors, lorsque ce sentiment d'auto-efficacité, et pas d'éco-anxiété, donc l'auto-efficacité, cela permet d'adopter des comportements en faveur de l'environnement et de sortir de l'éco-paralysie. Et donc, notre modèle s'insère précisément dans ce schéma. L'idée est d'inciter les gens à se sentir plus auto-efficaces. Alors, je serai bref car je sais que j'ai peu de temps à disposition, qu'il y a de nombreuses autres interventions prévues. Ce sentiment d'auto-efficacité est important. Il faut le stimuler chez les individus afin que ces personnes se sentent plus efficaces et puissent atteindre leurs objectifs et adopter des comportements en faveur de l'environnement. Donc, il est important d'y réfléchir, de réfléchir à l'action des médias et de la manière dont on parle de la crise climatique, car généralement, la responsabilité est rejetée sur les individus, sur le militant qui ne se sent plus en mesure de pouvoir changer certains aspects. Et donc, il est très important de bien comprendre que l'éco-anxiété n'est pas un symptôme négatif, mais plutôt une réaction rationnelle juste face à la crise climatique et de bien comprendre que ces comportements en faveur de l'environnement font partie du puzzle. C'est une petite partie d'un plus grand puzzle. Et donc, l'idée est de pouvoir allumer un moteur et de pouvoir atteindre ce sentiment d'efficacité personnelle et générale et de ne pas être accablé de toute la responsabilité. Et donc, il faut le faire en répartissant de manière juste les responsabilités. Merci beaucoup, Mathieu. Désolée, je vais devoir vous interrompre, mais j'adore cette idée. Donc, le fait de faire partie d'un ensemble et cette idée d'auto-efficacité. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci. Donc, tu auras l'occasion d'intervenir dans un deuxième temps. On va passer maintenant à Kiva Hoffman. 3 minutes pour cette intervention. Vous représentez le groupe Left State Generation en Allemagne avec des travaux extrêmement intéressants qui ont été menés par ce groupe. On donne la parole à Kira. Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors, j'avais quelques notes en anglais, je ne savais pas qu'il y avait de l'interprétation aujourd'hui. Je travaille le mouvement Dernière Génération, le mouvement pour la justice climatique en Allemagne. Je n'aurais jamais cru que je deviendrais un jour militante. Et je me suis en fait posé la question de savoir pourquoi j'en suis là. Tout d'abord, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit que des millions de personnes sont forcées de quitter leur foyer en raison du changement climatique. Il y a quelque chose qui s'est déclenché chez moi. J'ai réfléchi à mon enfance, là où j'ai grandi, et je n'aurais jamais voulu en fait devoir perdre et quitter ce trésor. Et j'ai été directement ému de voir que c'est la réalité pour
beaucoup de personnes, des frères et des sœurs avec qui je ressens ce contact. Et c'est la raison pour laquelle j'étais poussé en fait à devenir actif. J'ai commencé par le véganisme, j'ai commencé par participer à des manifestations contre le changement climatique, mais tout ça me semble aller extrêmement lentement. Le GIEC, dans son dernier rapport, nous dit en fait qu'il faut, dans les 3 ans, agir de manière radicale pour éviter les points de basculement. Et donc, j'ai voulu interrompre le train-train quotidien pour que tout le monde se rende bien compte que nous sommes en plein milieu d'une catastrophe climatique et que c'est maintenant qu'il faut faire ces changements. Et puis, durant la Covid, à l'époque, on ne pouvait plus faire des manifs avec d'autres. J'ai commencé en fait une assemblée climatique en Allemagne avec 90 personnes représentant la société qui ont participé à cette assemblée et qui, ensemble, une assemblée citoyenne, qui a élaboré en fait des recommandations permettant de montrer aux politiques que la région peut en fait utiliser à 100% des renouvelables. Et ça, c'est un message positif. Il est important de rassembler les mouvements sociaux. C'est la conclusion que j'en tire. C'est ce que je tente de faire, même si il est important d'agir beaucoup plus rapidement que nous le faisons. Donc après la Covid, j'ai recommencé à protester avec le mouvement Letzte Generation, dernière génération. Alors, la désobéissance civile, lorsqu'on est dans la rue, qu'on fait un sit-in, on est nerveuse, évidemment, mais déterminée également parce que je vois le visage des enfants mal nourris, je vois ces inondations qui dévastent des villes entières, je vois le parcours difficile des réfugiés climatiques. Je n'aime pas forcément ce sentiment de sit-in, mais je pense que c'est important pour rendre visible la crise, parce que cette crise reste encore invisible pour beaucoup de personnes qui habitent le nord de la planète et qui en restent encore au train-train habituel. Donc il est important de leur faire comprendre qu'il est important de faire davantage. Et comment fait-on pour obtenir non seulement 1000, mais 10 000, mais 100 000 personnes dans la rue afin de développer ce mouvement? Letzte Generation, la dernière génération, essaie maintenant de prendre contact avec les églises, avec d'autres communautés également, et nous essayons de travailler vers cet objectif de constitution d'alliance. C'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Et il est important que nous réfléchissions, et même si c'est extrêmement dur, parfois en fait on est embarqué par les forces de police, on se retrouve tout seul, mais on a toujours la certitude de savoir que lorsque on ressortira du cachot, quelqu'un vous attend, que ce soit en plein milieu de la nuit ou quelqu'un sera là à vous accueillir avec une bonne tasse de thé et une belle embrassade, et ce sentiment d'appartenance au sein du mouvement où tout le monde se préoccupe de l'autre, c'est quelque chose qui me donne de la force, et il est maintenant important d'avancer et de faire autre chose. Donc c'est un espoir important. Nous devons rendre cela extrêmement visible. Et c'est quelque chose, évidemment, que je voulais absolument partager avec vous ce soir, sur une note positive. Merci beaucoup, Kira, de l'inspiration. Donc c'est important, en fait, de savoir le ressenti, de savoir que c'est important pour toi de ressentir cette solidarité et cette chaleur des proches qui t'entourent également lorsque nous avons des protestations. Alors nous allons entendre maintenant Louis Fidel, membre fondateur de Transition aux études commerciales de Paris et qui a créé d'ailleurs la Société écologiste des hautes études commerciales. Je lui donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de choses très intéressantes ont été dites. Je vais vous faire part, moi, pour ma part, de mon témoignage qui résonne beaucoup avec tout ce qui a été dit. Donc, je vous parle depuis un lieu où l'activisme pour des raisons environnementales et où globalement l'écologie n'est vraiment pas la norme. Je parle des écoles de commerce. Donc, je m'appelle Louis Fidel, j'ai 24 ans et je suis étudiant à HEC Paris, l'une des plus réputées écoles de commerce en France. A priori, je n'étais pas destiné à devenir ce que je considère être aujourd'hui, c'est-à-dire un activiste, un militant. J'étais au fait de la problématique, mais peu engagé. Étonnamment, c'est en école de commerce, là où on ne parle presque jamais de ces sujets-là, que je suis tombé dedans. En fait, avec plusieurs amis, se rendant compte que nos cours n'étaient vraiment pas à jour, ils avaient souvent plusieurs décennies de retard, on se croyait dans les années 90, nous avons essayé de proposer des choses à l'école, d'aller voir les professeurs, de proposer tel ou tel recrutement pour essayer de faire changer les choses. Ce qu'on demandait, qui n'était franchement pas révolutionnaire, on ne parlait pas de faire fermer les écoles de commerce,
Et d'ailleurs, si tout ce qu'on demandait avait été appliqué, cela n'aurait certainement pas grand-chose. Et bien tout ça, c'était déjà trop. Et c'est à partir de ce constat que je suis vraiment plongé dans le sujet. Étonnamment, à mesure que je creusais, que je luttais pour essayer de faire passer des petites choses, je n'ai pas vraiment constaté que je devenais éco-anxieux. Clairement, j'étais surtout de plus en plus en colère. Et maintenant, je préfère revendiquer d'être éco-furieux plutôt que éco-anxieux. Au moins, c'est offensif. Et à HEC, cela s'est matérialisé par une montée en puissance de nos revendications, avec un état d'esprit vraiment plus offensif. On considère aujourd'hui que notre structure ne bougera que si on l'y oblige et jamais si on ne fait que demander gentiment. Il faut donc jouer sur tous les registres en même temps, être présent dans les réunions avec l'administration, dans les négociations, être force de proposition, mais également ne pas hésiter à parler à la presse, sur les réseaux, voire à organiser des happenings. Je vous fais part d'un petit happening qui a eu lieu il y a quelques jours. Par exemple, on a eu le plaisir d'accueillir la vice-présidente climat de Total Energy, notre fameux énergéticien français sur le campus. Eh bien, on en a profité pour lui remettre un petit prix du greenwashing, petite cérémonie, en plein milieu de leur conférence. Et on a joué donc à fond la carte de l'humour, dont on a parlé un peu plus tôt, la satire. Et au-delà du fait qu'on trouvait ça amusant, ce qui est important pour nous, parce que le militantisme doit aussi et surtout être une source de joie, eh bien, cette forme était aussi un message. Finalement, nous n'achetons pas leurs discours, nous préférons nous moquer d'eux, et au fond, nous les trouvons ridicules. Comme cela a eu lieu à HEC, ça a très très vite été médiatisé en France. Quoi, du militantisme à HEC, en école de commerce, mais ça ne va pas, les gens n'en revenaient pas. Eh bien si, l'impossibilité de penser qu'il y ait des militants à HEC est une idée aussi dérangeante pour les défenseurs du business as usual, les néolibéraux, que pour nous les militants. Souvent, on porte le cliché d'être issu des meilleures écoles, d'être bien né, et ça nous colle à la peau. Des petits bourgeois capricieux, comme ils disent. Et donc, on se forcerait à choisir. Soit je suis HEC et je rentre dans le moule, soit je suis militant et je me détache de ce milieu que je n'apprécie pas. Et bien justement, nous pensons aujourd'hui que c'est une erreur de choisir de trancher un dilemme construit par nos adversaires. Malgré la faiblesse numérique de nos troupes, car je vous rassure, tous les jeunes des grandes écoles françaises et notamment HEC ne prônent pas la révolution, et bien malgré cela, notre poids symbolique est disproportionné par rapport à notre nombre. Et c'est bien parce que notre action a eu lieu à HEC et qu'on s'exprime en tant qu'HEC que le système médiatique français nous a tant couvert. Cette attention, le capital symbolique qu'on a dans l'école française, nous pensons qu'il faut l'utiliser un maximum. Ça nous permet de faire passer des messages d'abord qui peuvent donner de la force à tous nos amis et elle nous permet également de montrer qu'il est possible de faire autre chose que les grandes autoroutes que nous proposent les meilleures écoles. Avoir une belle situation, une grosse voiture, etc. Vous connaissez. Et cette autre direction, nous, on veut essayer de la rendre à la fois la plus authentique possible et surtout la plus joyeuse. Donc, on entend souvent dire qu'il est nécessaire de rendre désirable la transition et que c'est un peu le gros problème aujourd'hui de l'écologie en général. Et ben, nous, on est complètement d'accord avec ça et on pense qu'il faut la rendre stylée en français, je ne sais pas pour la traduction, la rendre hype, en tout cas la rendre attractive pour que l'admiration que nous éprouvons toutes et tous pour certaines personnes bascule justement vers des figures qui soient critiques du système et pas leurs meilleurs représentants. Donc à HEC, c'est ce qu'on essaye de faire. Pour Thank you so much, Louis. Yes. Thank you so much. Sorry to have to cut you off. There's going to be a second round of spotlights. We're really running out of time, so I'm going to... Merci Louis, désolé de devoir t'arrêter là. On va passer un deuxième tour de piste par la suite. J'aimerais maintenant donner la parole à Mathieu. Mathieu, qu'est-ce que tu peux répondre ou peut-être pour approfondir cette perspective en quelques 3 minutes environ? I think actually Matteo has left us. So... Matteo qui nous a quittés apparemment. Kira, est-ce que je peux te redonner la parole à toi? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce Caroline disait... Je vais arrêter l'interprétation parce que j'entendais une autre voix. Ce que Caroline Heckman a dit au départ m'a beaucoup touché. C'est bien d'être préoccupé par l'état du monde. Il ne faut pas réprimer ce sentiment. Et je dois dire que j'ai ressenti beaucoup d'espoir lorsque je me suis rendu compte que mon angoisse, en fait, je pouvais la transformer en action, en protestant, en participant à des mouvements. Les assemblées citoyennes, ce sont des personnes en fait qui sont sélectionnées de manière aléatoire. Ça m'a donné en fait beaucoup d'espoir parce que c'est un message positif pour l'avenir de l'humanité. La société civile qui
prend le taureau par les cornes et qui propose des changements, ces assemblées citoyennes, en fait, c'était un mouvement de transition important vers ce mouvement Letzte Generation qui nous permet au niveau national de porter ces messages de ces assemblées citoyennes. Des assemblées citoyennes qui portent en fait toute une série de solutions en elles si on ose donner la parole à tout le monde. Et donc nous travaillons maintenant beaucoup pour créer en fait une nouvelle vision pour ces assemblées citoyennes que nous voulons démultiplier en rassemblant toute une série de personnes. Et pour résumer, je dirais en fait qu'il y a 3 grandes étapes qui me paraissent extrêmement importantes maintenant et qui nous permettraient en fait d'atteindre cette moyenne, cette classe moyenne flexible que nous devons convaincre. Tout d'abord, il est important de dire la vérité. Il est important de rappeler que nous sommes en plein milieu d'une catastrophe climatique. Ça, c'est important. Mais deuxièmement, nous devons également communiquer et dire que tout degré, toute diminution même d'une fraction de degré du réchauffement climatique moyen sur la Terre, ça compte et ça fait une sacrée différence en fonction de l'endroit sur lequel on se trouve dans la planète. Il est important également d'envisager la beauté potentielle de ce monde et l'importance qu'il y a de le préserver et de le sauvegarder en faisant preuve de courage et en n'acceptant pas d'être traité d'idéaliste naïf, parce que ce n'est que si on a une vision de ce qui est désirable que l'on peut articuler, former cette vision, et c'est ainsi que l'on peut transformer ce sentiment d'impuissance en véritable mouvement d'action qui porte le changement. Merci beaucoup, Kira, pour quelque chose qui est extrêmement inspirant. Alors, Louis, 2 minutes supplémentaires pour le complément de ton intervention. Oui, alors c'était juste pour conclure, et ça rebondit aussi peut-être un point complémentaire avec ce que vient d'expliquer Kira. Au-delà des arguments rationnels, moi, ce que je vois et qui marche pour convaincre, par exemple, le ventre mou de ma promotion autour de moi, parce qu'à HEC, donc une école de commerce, il y a évidemment encore aujourd'hui une minorité très réfractaire à nos idées, et je pense qu'on ne les convaincra jamais, et ce n'est pas grave en fait. En revanche, il y a un ventre mou au milieu, entre nous et eux, qui balance. Et ce ventre mou est conscient des enjeux. C'est bon. En revanche, c'est le passage à l'action qui manque. Et donc, nous, on doit rendre à la fois nécessaire et montrer à quel point il est nécessaire aujourd'hui de s'engager, mais aussi que en fait, c'est une joie et que ça va ouvrir à une vie plus large, plus belle, plus intéressante que d'aller de prendre les autoroutes classiques, quoi. Et ça, donc voilà, transformer notre anxiété en colère et la colère en joie d'agir et d'essayer de rendre cette joie d'agir communicative. Et par l'humour, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire et ça marche bien. Et en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, il y a des mouvements très offensifs. Les soulèvements de la terre que vous connaissez peut-être de nom, qui se sont fait dissoudre par le gouvernement il y a quelques jours, mais qui reste un mouvement qui a réussi à mêler à la fois une vraie radicalité, à la fois dans les mots d'ordre, mais aussi dans les modes d'action, mais également une sorte d'aura culturelle pour attirer les gens dans une sorte de monde où on va rencontrer des gens super, où on va s'ouvrir à d'autres choses. Et ça, cette colère qui peut se transformer en joie, moi, en tout cas, j'ai le sentiment que ça marche. Donc, c'est vraiment un mot d'ordre. Il faut qu'on soit heureux de se battre. Thank you so much, Louis. Again, brilliant, inspiring words, and it's so important, obviously. Merci, Louis, pour une conclusion riche en inspiration. Donc, c'est important, en fait, d'éduquer les gens et d'essayer de convaincre ceux que l'on peut convaincre afin de transformer cette colère ou cette angoisse en action. Alors, maintenant, j'aimerais rapidement, pendant 2 minutes, donner encore la parole à nos orateurs et oratrices principaux. Caroline, est-ce qu'il y a quelque chose que ces témoignages vous inspirent? Oui, merci beaucoup. J'ai apprécié les contributions de tout le monde, très différentes les unes des autres. J'aimerais pour ma part faire un commentaire sur cette césure binaire entre l'optimisme et le pessimisme, parce que c'est ce qui est sous-jacent à notre discussion, la nécessité d'être positif face au réalisme négatif. Oui, mais il y a plusieurs manières d'aller vers la positivité. Et si tout est présenté de manière binaire en disant que on peut y aller et tout doit devenir positif, soyons en fait prudents parce que on est dans les opposés, on est dans le binaire. On risque de créer un contre-coup, un retour de bâton nihiliste et négatif. En fait, c'est l'ego
qui essayent de reprendre le contrôle. Les humains, en fait, sont très vulnérables parce qu'ils se sentent perdre de pied dans ces situations. Faisons attention à notre ego. Il est important, psychologiquement, de trouver notre place entre ces éléments positifs et négatifs. Ce que nous avons besoin de mettre au centre, c'est un espoir radical. Peut-être que nous allons vers la catastrophe, mais au moins nous allons vers la catastrophe en nous battant pour que ça n'arrive pas. Et c'est ça qui sauvera notre communauté, notre capacité d'empathie et de soin de l'autre. Et c'est ça qui accueillera également un espace pour le désespoir, pour l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de ce désespoir. Les enfants dans le monde, dans les Maldives, me disent, par exemple, le changement climatique, c'est comme Thanos dans les Avengers, dont l'objectif, en fait, c'est de tuer l'univers. On est un petit peu dans cette situation-là. Alors, il est important de pouvoir tolérer ce type de distraction, ce type de désespoir et d'intégrer cela dans une action positive. Il faut pouvoir le faire pour créer en fait une résilience durable, un militantisme, un activisme durable. Et c'est possible si on apprend à continuer à pleurer, à rire, à se battre, et puis simplement dire parfois « je suis calé, je ne vois pas comment faire », et puis demain on recommence, parce que ça ne sert à rien d'abandonner. Donc, je voulais simplement apporter un petit bémol pour dire que la dépression, c'est quelque chose qui peut être très sain. Autrement, on en retrouve au modèle médical occidental qui cause, en fait, qui est une des causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il est important de pouvoir tomber pour être capable de nous relever. Et je dois dire que ça me parle tout à fait, parce que je me suis senti tout à fait déçu ces dernières années, après une période de grand activisme. Et je pense que c'est important d'accepter, en effet, qu'on peut être abattu, on peut être déprimé. Et c'est le moment de se remettre en question, de réfléchir, de faire un petit peu d'introspection et puis d'en revenir peut-être à d'autres modes plus adaptés de militantisme par la suite. Voilà, donc il nous reste encore 2 minutes maintenant pour une réaction de Sven après avoir entendu les divers témoignages autour de la table. Oui, merci beaucoup. Alors, je trouve ça très intéressant, moi aussi. Très intéressant d'entendre ce que tout le monde a dit. Et j'arrête moi aussi l'interprétation pour éviter cet écho. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'il y a en fait 2 manières de fonctionner, 2 manières d'emporter des majorités dans nos démocraties. La première approche, c'est l'approche de la coalition nationale. Tenter de créer une coalition nationale, c'est l'approche de la coalition Obama. À l'époque, c'est ce qu'a fait Obama en essayant en fait d'atteindre ce ventre mou, en essayant en fait d'éviter la polarisation. Ça, c'est une approche, et j'espère que cette approche-là, nous pourrons le faire. Letzte Generation semble le faire. Il y a en fait toute une série de mouvements, néanmoins, qui poussent à la polarisation. Et puis, il y a une autre approche. Cette autre approche, on peut appeler ça l'approche de la mobilisation de la base. C'est ce qu'a fait Donald Trump. Donald Trump, lui, il n'a pas tenté de convaincre le ventre mou, il a tenté de polariser, d'opposer les gens. Et il était dans l'attaque, dans la confrontation. Et c'est ce que Greta a fait, d'ailleurs, tout au début, et de manière excellente, d'ailleurs. Je pense que, de manière mondiale, elle a représenté, en fait, ce mode d'attaque, de dénonciation crue. Alors, ça pourrait sembler de manière paradoxale parce que la coalition, c'est peut-être plus intelligent parce qu'on évite le retour de bâton, mais je pense que cette impuissance que l'on connaît aujourd'hui, ça s'explique par le fait qu'il y a pour l'instant moins de personnes qui représentent en fait ce mode offensif. Robert Habeck, le ministre allemand, souvent, en fait, explique les choses de manière rationnelle et s'excuse pour les erreurs commises, mais ça ne suffit pas parce que les personnes qui sont désespérées aujourd'hui, il faut les atteindre parce que ça aussi, ces personnes font partie de la base. Ces personnes, elles ont besoin d'énergie et elles ont besoin d'une certaine polarisation pour trouver cette énergie. Elles ont besoin d'un certain mode offensif.
Et donc, non seulement il faut penser aux indécis, aux opposants politiques, mais également à ceux qui ont besoin de courage, étant donné qu'ils sont déprimés. Et ça, c'est un contre-coup que nous devons, c'est par le contre-coup qu'on va pouvoir y arriver en étant davantage offensif. Merci beaucoup, Sven, pour ce concept du ventre mou, de la contre-attaque. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui avaient plein de choses à dire, vous avez des questions, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons en fait prévu un deuxième événement la semaine prochaine, un événement en fait qui sera totalement consacré à la participation du public. On n'aura pas de orateurs qui vont intervenir tour à tour. On aura en fait de petites salles distinctes. Vous aurez tous l'espace et le temps nécessaire pour partager. C'est un événement qui aura lieu la semaine prochaine entre 8 et 10 heures le soir sur Zoom. Ce sera en anglais, mais nous aurons également des sous-titres multilingues, donc vous pourrez en fait utiliser les fonctionnalités de traduction sur Zoom pour collaborer entre vous. Et dans cet événement, nous voulons en fait créer un espace démocratique transnational permettant à tout le monde de partager ses émotions et ses expériences afin en fait de renouer avec une croissance positive ensemble. Alors, nous aimerions qu'évidemment que tous ceux d'entre vous qui avaient écouté ces voix, ces perspectives, en profitent pour réfléchir dans la semaine qui vient afin de formuler vos propres réflexions, vos propres réponses. Et certaines des personnes qui sont intervenues aujourd'hui en webinaire seront des nôtres également la semaine prochaine pour participer directement à cette conversation. Donc, on vous invite évidemment le 29 juin entre 20h et 22h la semaine prochaine pour partager vos expériences, pour partager ce mode de mise en action avec des gens de toute l'Europe. Si vous voulez participer, nous allons en fait envoyer après ce webinaire d'aujourd'hui le lien pour vous inscrire à ce webinaire Zoom. En tout cas, merci à tous ceux d'entre vous qui nous ont suivis et j'espère évidemment vous revoir toutes et tous la semaine prochaine. Max, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à ce stade? Non, je voulais simplement dire merci à tout le monde avec un petit clin d'œil à nos 6 interprètes qui ont travaillé en coulisses pour faire cette interprétation simultanée vers 4 langues. Et on se retrouve jeudi prochain, le rendez-vous est pris à 20h jeudi prochain. On aura énormément de choses à débattre entre nous avec beaucoup d'espoir. Merci et bonne soirée à tous. Bye.